Merci d'accueillir Oliver Lax et Sergi Lopez. Alors, on va vous laisser reprendre vos esprits et je vais commencer. Oliver, première question habituelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine du projet ? Est-ce que vous avez 3 heures ? Un peu moins. En fait, les films, c'est des images, des intentions diverses, ça vient de beaucoup de lieux. C'est difficile à vraiment faire une archéologie et dire... Mais bon, au début, j'avais des images... j'ai commencé en 2012. C'est un moment que j'ai décidé d'habiter au sud. J'avais déjà vécu 5 ans à Tanger. Je voulais être vraiment plus proche du désert et j'avais déjà des images de camions qui traversent le désert. Et après, bon, j'ai fait quelques raves et déjà ces images, j'ai commencé un peu à la développer avec la musique. Après, moi, enfin, comme personne, j'ai toujours eu la sensation que je devais méditer la mort un peu, l'expérimenter. Non, j'ai pas eu des expériences proches à la mort, et je crois que c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire ce film. Moi j'aime beaucoup. Je trouve très intéressant des cultures où les gens portent un turban dans la tête, qui est leur linceul. Linceul ? La seule. La seule. La seule. La seule. En fait, c'est une image puissante. Ils ont dans leur tête leur mort. Hein. Toute la journée, ils sont en train de méditer la mort. Non ? Je trouve, bon, dans plusieurs cultures, dans les nôtres aussi, il y avait quand même des cérémonies pour expérimenter la mort. Le théâtre grec, sans aller trop loin, ils n'allaient pas prendre l'apéro et aller voir le théâtre. Non, non, c'était vraiment du travail, une cérémonie où la société purgeait, je peux dire en français, purger, nettoyer Purge, oui. Purge ou purifie son énergie, on va dire, non ? Et donc voilà, j'ai voulu mettre ce turban et inviter aussi les spectateurs à le mettre. C'était un peu ça l'intention. Si on prend votre film précédent et celui-ci, il y a aussi une relation très forte à la nature. Est-ce que c'est quelque chose... En fait, surtout, c'est pas qu'un cadre beau. Parce que c'est beau, la nature. C'est vraiment une nature qui manifeste. Au moins, moi, j'habite dans un monde où la nature parle, où le monde parle, manifeste. Et je trouve que c'est intéressant. Déjà, enfin, tous mes films parlent de cette réalité qui transcende l'être humain. Non ? On voit l'être humain qui est petit, et qui est possédé par des énergies, voilà, qui le dépassent, on va dire. Donc je crois qu'il y a une vraie raison de tourner la nature comme je la tourne, je crois. Dans ce film, il y a aussi, bon, ce qui est très important, c'est la musique. Quelle est la musique électronique ? On la voit évoluer aussi tout au long du film. Il y a beaucoup de... C'est très techno au début, avec beaucoup de beats, puis après ça devient plus abstrait, je dirais. Je ne sais pas si les mots sont corrects, mais c'était quoi l'idée derrière ça ? Bon, c'était commencer plus tribal, enragé, plus terre, et peu à peu... en fait, le film, c'est une aventure physique, mais on sent, quelques spectateurs peuvent sentir que quand même, on fait cette aventure physique, mais en parallèle, il y a comme d'autres dimensions qui s'ouvrent, plus métaphysiques. Et je crois que c'est grâce à la transformation du paysage. On passe de la montagne, quelque chose de plus figuratif à plus abstrait, le désert, non, qui est plus un espèce de lieu... d'interzone, on va dire. Et limbo, on dit ? Limbo ? Les limbes. Limbe, oui. Et
Et aussi, le récit, il rentre en abstraction un peu, et la musique aide à qu'on ait la sensation que ce voyage se fait, j'insiste, sur d'autres plans. Ou au moins, on invite les spectateurs, on provoque que les spectateurs regardent le film avec presque un autre niveau de perception, ou un peu plus ivre, je crois. Enfin, j'espère. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant de la musique électronique, c'est que, bon, on pense toujours que c'est la musique classique qui peut évoquer le sacré, mais parce qu'on trouve que c'est froid, la musique électronique. Par contre, je trouve, on est beaucoup qui on pense que cette abstraction qu'il y a à la musique électronique, le fait de ne pas savoir la source du son, nous permet à des cinéastes comme moi, qu'on veut évoquer le transcendant, on veut faire sentir le mystère du monde. Je trouve que la musique électronique nous permet ça. Nous, avec David, avec Kang Ding Ray, on se disait ça, on se disait de manière un peu prétentieuse, mais on se disait comment sonne l'univers, non? Dieu sonne à quoi, non? Et ces plans, ces zooms où on rentre un peu dans les enceintes, ces enceintes qui sont tellement sales, crados, rigides, mais que quand même ils passent cette musique, non, qui on ne sait pas d'où vient, hein, cette électricité un peu mystérieuse. Non? La musique électronique, c'est de la, comment on dit en français, c'est du battement, Oui, un battement. Battement. Sergi dégaine, vous avez vu, c'est un cow-boy. Vas-y. Comment est-ce que tu es arrivé sur ce projet? On voit donc la plupart des personnages dans le film, des acteurs, sont des non-acteurs. Toi, tu es un acteur professionnel, tu as une grande carrière. Comment est-ce que tu es d'abord arrivé sur le projet, et puis après, comment s'est fait le travail avec les autres comédiens? Je suis arrivé dans le projet d'une façon assez banale. On m'a envoyé un scénario. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi parce que ça m'a dérangé aussi. Parce que ça m'a troublé, parce que ça m'a énervé un peu, parce que cette façon de raconter la douleur, les chemins de la vie, cette façon si frontale, brutale, et cette douleur tellement explicite et extrême, ça m'a dérangé, mais en même temps, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, j'ai lu les scénarios, j'ai adoré parce que je ne savais pas à quoi les comparer. Il y avait un côté film d'aventure, un petit peu de thriller et un petit peu de voyage mystique, spirituel. Tu vois, je ne sais pas. Moi, j'adore. C'est un privilège ce que j'ai, tu vois, de pouvoir lire des choses comme ça, des choses qui ressemblent à rien. Tu ne sais pas à quoi comparer. Et pourtant, dans le scénario, il n'y avait pas la musique. Après, quand j'ai vu le film à Cannes avec la musique, putain, tout ça. Et, donc voilà, moi, c'est un privilège, tu vois, on m'envoie ça, moi j'adorais. Donc je lui ai dit à Olivier au début, j'ai dit, ouais, j'ai beaucoup aimé, donc je suis prêt à partir avec toi. Je suis prêt à partir avec toi, Olivier. Olivier, je vais partir avec toi au désert. Mais je lui dis aussi, je ne sais pas si je suis capable de jouer cette douleur tellement extrême, tellement dévastatrice, la plus dévastatrice au monde. Tu vois, je ne sais pas si je peux jouer ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut jouer ça. Je ne sais pas si ça peut se jouer. Je ne sais pas si c'est moralement soutenable d'aborder cette douleur comme ça, si frontale, tout ça. Mais je vais bien essayer. Et voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. On a essayé de jouer, de se plonger dedans, de sauter dans l'abîme aussi, d'affronter cet abîme en essayant qu'on va arriver, on va en sortir vivant. Et après, j'ai joué avec des acteurs qui ne sont pas acteurs, qui n'ont jamais joué dans un film. Donc, tu vois, moi, je prends tout. Enfin, tu vois,
pour essayer de croire que je m'appelle Louis, alors que tout le monde sait que je ne m'appelle pas Louis, que Esteban, ce n'est pas mon fils, et que je suis pas, c'est pas un vrai. Donc tout est un grand mensonge. Donc on doit s'accrocher à ce qu'on peut. Et donc moi, je prends tout. Donc du coup, travailler avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas la technique, qui n'ont pas le métier pour trouver des solutions, mais en même temps, ils ont 80% des choses d'inconscient, d'une présence inconsciente, ils ne se rendaient pas compte quand ils étaient là. Donc j'essayais de me mimétiser avec eux et de me camoufler entre les non-acteurs pour qu'on ne voit pas tout de suite que lui, c'est l'acteur professionnel. Donc j'essayais de m'inspirer d'eux aussi, de cette idée d'être là, pas de faire des choses, pas de trouver des solutions d'acteurs professionnels, mais de plonger dedans, essayer de vivre ça d'une façon naturelle. Alors, on va voir si le public a une réaction, une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir? En attendant, là en haut, le temps que le micro arrive, moi je dirais, Sergi, que ce moment, je dirais le moment de bascule du film, la voiture qui tombe dans le ravin, j'ai le sentiment que, enfin moi en tout cas, c'est une des plus... La détresse humaine, l'horreur, le basculement vraiment vers l'irréversible, c'est une des scènes les plus marquantes que j'ai vues au cinéma. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est réussi. Voilà, j'ai meublé comme ça, maintenant le micro il est là-bas. Allez-y. Antes de nada, estoy muy nervioso. Muchísimas gracias, Oliver. Muchas Avant gracias. tout, je suis très nerveux. C'est où? ¿Dónde estás? Ici. Hello. Ay. Enhorabuena por la peli, Oliver. Enhorabuena, évidemment, Sergi. Félicitations. Je vais changer en français. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. C'est juste la petite introduction. La lecture les 12 ayats de Surat Maryam, c'est intentionné ou pas? Et s'il y a un truc à voir avec les mots Sirat aussi. Qu'est-ce que vous avez senti? Oui, il y a une chose entre le personnage de Sergi, Luis, comme un messenger, un peu comme ça, comment de faire, d'envoyer un message à les gens qui sont dans cette en fait, expérience, je crois, je sais pas. Il parle du moment où on voit le Hajj, on voit la Mecque. Et là, il y a une récitation coranique. C'est un ami à moi qui s'appelle Ali Killer, qui est un très beau récitateur, enfin, quelqu'un avec une gradation spirituelle très haute et qui dégage beaucoup de lumière, sa récitation. En fait, je voulais que lui, il voit le film et il choisisse une hayat, mais on n'a pas eu le temps. Mais j'aime bien Surat Maryam, je trouve que c'est quand même un passage très beau, très poétique. C'est pas intéressant de lire le Coran traduit, parce que c'est quand même une écriture qui a une proportion divine. C'est pas tellement le sens, c'est surtout la musique, non? Mais après, ça dépend qui le lit. Mais je fais confiance des fois, voilà, à mon inconscient. Je trouve que les réalisateurs, à la fin, on est comme des outils. Je veux dire, ça devait être Surat al-Maryam et je fais confiance des fois. Je trouve aussi les réalisateurs, on est les pires ennemis de nos œuvres. Il y a un moment qu'il faut savoir s'arrêter pour que les images soient vivantes, pour qu'il n'y ait pas trop de rhétorique et d'intention et d'auteur et de phallos dans le film, pour qu'il y ait de l'ombre. Non, on doit toujours chercher un équilibre entre dire et évoquer. Non, et moi ma manière de travailler aussi, c'est d'essayer enfin, je suis un réalisateur d'images. Vous pouvez vous asseoir, hein, si vous voulez. Merci. Je suis un réalisateur d'images. D'ailleurs, ce moment, c'était une des images les plus importantes du film. On passe du Coran
il y a une certaine ambiguïté avec ces images, mais il y a quand même ce zoom sur cette espèce de nébuleuse de ces corps qui tournent, ils tournent autour de la cave. Et on passe de ça au techno avec les lignes blanches. Enfin, c'est quand même un moment essentiel du film qui parle un peu du film et de son esprit. Ma manière de travailler, c'est de avoir la force de protéger la fragilité des images qui sortent au début du processus créatif. Moi, ça fait 10-15 ans que je suis sur ce travail. Donc, il y a des images qui sont connectées à mon inconscient et connectées à l'inconscient collectif. Et ça m'arrive à moi et à tous les réalisateurs, enfin tous les artistes. Mais surtout dans le cinéma, qui est une machine c'est un bulldozer qui tue la vie. Surtout, le défi, c'est que ces images qui sont très organiques au début, très vivantes, que tu ne les comprends pas tellement, c'est de protéger ces images pendant tout le processus d'écriture, pré-production et tournage, de manière qu'ils arrivent au montage vivantes encore. Je veux dire qu'elles ne soient pas instrumentalisées pour raconter l'histoire ou dire quelque chose, non, pour qu'elles arrivent à la fin avec toutes leurs couches, les images de symbolisme, d'archétype universal, enfin, toute la complexité et tout le mystère qu'une image a, non. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous m'avez demandé ça, mais bon. Je crois qu'on l'a compris. Voilà, je disais, on est les pires ennemis de nos œuvres. Il faut savoir s'arrêter à temps. Ouais. Il y a un très beau livre qui s'appelle Le tir à l'arc dans le zen. C'est très beau. Lisez-le, ça a un rapport à tout ça. L'art du tir à l'arc dans le zen. Bonjour. Monsieur, là en bas. Oui, juste ici. Merci et félicitations pour le film. Il m'a beaucoup plu. Au début, j'ai cru qu'il m'avait plu parce que c'était un beau film sur la liberté. Après, Esteban, il est mort. Je me suis dit, c'est un beau film sur la liberté quand même. Et après, les gens ont explosé. Je me suis dit, c'est un film sur la liberté, c'est tout. Mais du coup, moi, j'ai vu le film à travers ce mot, la liberté. Je me suis posé plein de questions et j'ai juste pas réussi à comprendre, à avoir une réponse sur le personnage de la fille, parce que du coup c'est ce qui débute leur quête et à la fin ils la retrouvent pas. Enfin, on sait pas parce que on sait pas ce qui se passe après quoi. Parce que du coup tout au long du film je me suis dit le désert, la musique électronique. Leur mode de vie nomade, c'est leur liberté à eux. Mais du coup, on a vu qu'elle pouvait être dangereuse, mortelle. Et du coup, qu'est-ce que ça représente, le personnage de la fille? Parce qu'on espère qu'elle a suivi ce chemin de liberté, mais on ne sait pas comment ça a fini pour elle, etc. quoi. Merci beaucoup pour les deux questions. C'est la question, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est vraiment un défi épistémologique. Enfin, c'est vraiment, tous on se demande qu'est-ce que c'est la liberté, et il y a différentes interprétations. Pour moi, la liberté, la personne libre, c'est celle qui sait qui n'est pas libre, je veux dire. Il y avait un mystique arménien, il disait la capacité de liberté, de choix, de l'être humain est grande comme l'espace qu'il y a entre le violon et sa pochette. Presque rien, je veux dire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en fait, on n'est pas libre. Il y a un autre mystique qui disait, ça c'est un soufi, il disait, l'être humain c'est comme des rails de train, tu ne peux pas décider d'aller à gauche ou à droite. La seule chose que tu peux décider, c'est si tu veux aller en première ou en troisième classe, en dépendant de ta capacité d'acceptation. Et je pense que le film parle un peu de ça, ou évoque un peu ça. Après, on n'est pas obligé de sentir ça, d'interpréter ça, mais c'est que la vie, ou au moins comment moi je la sens, la vie ne te donne pas ce que tu cherches. La vie te donne ce que tu as besoin. Et là, on se prend la tête, les êtres humains. Parce qu'on est très attaché à ce qu'on cherche, et on ne s'abandonne pas suffisamment à ce que la vie nous donne. On ne se rend pas. Et, on se rend pas? We surrender? On ne se rend pas, oui. Et la fille
Bon, moi, j'aimerais bien demander au public, parce que bon, ça fait déjà un temps que j'accompagne le film, et il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Moi, j'aime bien une interprétation qui m'a surpris d'ailleurs. Enfin, voilà, les films surprennent les réalisateurs quand tu sais t'arrêter à temps. Il y a des personnes qui disent que lui n'a jamais été si proche de sa fille que quand elle la danse, quand il l'expérimente, quand ils sont en train de danser, quand ils font cette cérémonie. Donc il la rencontre de manière subtile, on va dire, à l'intérieur. Et ça me plaît, cette interprétation. Oui, moi je suis de ceux qui pensent que la vie des fois s'exprime à travers la tragédie, l'accident, mais bizarrement il y a une leçon, un cadeau, une miséricorde derrière. Peut-être il comprend un peu mieux sa fille grâce à la mort du fils, enfin qui sait. C'est très compliqué de nous humains comprendre vraiment les raisons pourquoi les choses se passent. En tout cas, moi, j'ai une certitude de cœur qu'il y a une raison pour tout. Enfin, il n'y a rien hasardeux. Ouais. Il y avait une question là-bas. Oliver, empiezo en español y luego traduzco. En français, d'accord. Non, c'était à propos de aussi la question pour Sergi. Pourquoi tu choisis de travailler avec des acteurs qui ne sont pas professionnels dans tes films en général? Aussi, c'est vrai que tu combines avec des acteurs professionnels, mais je voulais te demander pourquoi c'est un choix pour toi de travailler aussi avec des acteurs qui ne sont pas professionnels. Ça dépend, chaque film demande une chose différente. Mes films étaient fragiles avant. J'ai tourné dans la vallée où ma mère est née, Viendra le feu, donc quand même je connais vraiment les accents. Je devais travailler avec des gens de là-bas. Là, bien évidemment aussi, faire un film avec des punks, je veux dire, et mettre des acteurs qui interprètent des punks, c'était un peu contradictoire, non ? Mais par contre, voilà, il y a 7 personnages, c'était beaucoup, et je savais que j'avais besoin d'un allié. Et un acteur non professionnel, c'est très beau de mettre une caméra face à eux. Il y a une très belle énergie, il y a une fragilité qui est très pure, très très belle, non ? Ils sont là, c'est frais, tu goûtes ça, non, cette énergie, non ? Comme un spectateur, je crois. Et on se reconnaît en plus, non ? Mais c'est difficile avec des acteurs non professionnels. Pour démarrer la voiture, tu dois sortir de la voiture, pousser la voiture. Des fois, ça cale, il faut redémarrer. Enfin, c'est compliqué, enfin, n'est-ce pas, Sergi ? Enfin, quand même, on les entraîne, on fait un travail qui se familiarise avec nous, avec notre méthode, mais c'est flippant pour eux de jouer. Et donc voilà, j'ai un moment que j'ai senti que j'avais besoin d'un réalisateur, d'un acteur qui, en plus, en étant le père, ça marchait cette dialectique professionnelle non professionnelle, non ? Et quelqu'un aussi, Sergi, c'est un artiste, c'est pas qu'un acteur, il est metteur en scène de théâtre aussi, donc c'est quand même un allié. Et en plus, il aime les gens. C'était très beau comment il a supporté tout le reste et comment c'était vraiment génuine. C'était vraiment vrai leur rapport, leur accompagnement. Et oui, donc c'était un rôle compliqué le sien. Mais surtout, si en plus on dit bon, d'abord il y a les acteurs non professionnels, puis il y a aussi le gamin. Il avait fait une série. Oui, mais enfin, ouais. ça reste un enfant. Ouais. Et je dirais, dans le film, son personnage, il est presque plus mature que son père, je dirais, non ? Comment ça s'est passé, le travail avec Esteban ? Avec Bruno, ça s'est très bien passé. Si, on a connecté très vite. Lui, il est plus jeune que moi.
Mais on a à peu près le... Et puis, il a travaillé aussi un peu dans des séries, un peu comme ça. Mais je crois qu'on a partagé cette façon. Moi, ça m'a aidé de travailler avec lui, de l'aider comme je pouvais et à jouer sans donner d'importance à ce qu'on fait. Et lui, il m'aidait aussi, parce que c'est un gamin. Donc, tu vois, on a connecté très vite. On s'est dit, quand on s'est connus, on a fait des essayages avec différents garçons. On a fait un casting avec différents petits hommes comme ça. Et avec lui, je crois que tout de suite, ça s'est fait tout de suite. J'ai dit, t'es mon fils, d'accord? OK? Il a rigolé. Et j'ai dit, c'est bon. Oui, oui. Enfin, c'était assez simple de travailler avec lui. Tu vois, il était plus sage que moi. Il était plus obéissant que moi. Il dit, non, mais Olivier nous a dit de ne pas descendre la fenêtre. Je dis, mais tu t'en fous, tu descends la fenêtre. Putain, arrête d'être sage tout le temps. Et, tu vois, nous, on fait la scène, on s'en fout de ce qu'ils disent. Nous, on joue la scène et tout ça. Donc, non, on s'est amusé beaucoup avec lui. Du point de vue du scénario, c'était risqué. Effectivement, il y a ce renversement de rôle. On dirait que lui, c'est un peu le papa. Et donc, un des dangers, c'est est-ce que c'est vraisemblable qu'un enfant ait cette maturité? Mais en même temps, on devait vraiment montrer de manière très claire que l'enfant veut aller chercher sa sœur. Mais c'est lui qui prend les risques. Pour ne pas trop responsabiliser le père. Et, bon, après, le père est toujours responsable. Mais bon, l'accident pouvait se passer un dimanche à la plage aussi. Enfin, c'est voilà. Ouais, enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Faites gaffe. Sortant du cinéma. Camille, il y a une question là-bas. Mais avant que Madame prenne la parole, moi, dans une interview que j'ai vue, tu disais que le film était un film pré-apocalyptique par rapport à parce que on donne des références. On me demande beaucoup par rapport à Mad Max. Voilà, c'est ça. On disait déjà quand on produisait le film, on parlait de Mad Max 0. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une belle idée, un beau concept aussi, qu'on soit avant et pas après. Mad Max, c'est quand même, il y a un archétype universel là. Il y a une espèce de, je sais pas, mais quand même ça nous touche, ça touche vraiment nos peurs comme société. Et ouais. Oui. Madame. Oui. Donc déjà, merci beaucoup pour le film, j'ai bien aimé. Et je voyais totalement... c'est moi alors. Levez la main, voilà. Donc je voyais totalement mon père aller me chercher dans des festivals avec mon petit frère, parce que ça m'arrive qu'il me dise tout le temps dis-nous où tu es au cas où tu ne reviens pas. Donc pour moi, ça c'est une scène un peu réelle. Ça veut dire que si je ne reviens pas, je vois vraiment ma famille venir. Donc, je me demande s'il y a un lien avec une histoire vraie, en fait, qui vous aspirez à faire le film. Non. OK. Oui, j'ai eu des doutes si c'était trop. Mais bon, c'est faire un film. On a l'habitude de j'imagine qu'il y a beaucoup de réalisateurs ici. C'est pour ça, des fois, je parle un peu plus techniquement ou de la cuisine, du cinéma. Je trouve que faire un film, on accuse trop l'extérieur. Est-ce qu'on a eu le financement ou pas? Est-ce qu'on a bien choisi l'acteur ou pas? Est-ce qu'on a un bon rapport avec l'acteur ou pas? Mais ce qui est important dans un processus créatif, faisant un film, c'est surtout de tenir le geste. C'est intérieur, le vrai défi. Tu as une intuition... Et malgré que la réalité te dit, parce que c'était quand même compliqué à financer, la radicalité du film faisait peur et on a eu beaucoup de feedback négatif. Et pour moi, c'était dur. C'était très dur parce que, croyez-moi, en faisant ces films, mon intention était de prendre soin de vous. Vraiment. J'ai aucun doute. Mon intention, elle est bien surveillée, elle est bien claire. Mais des fois, bon... c'est la manière de prendre soin, des fois, c'est secouer un tout petit peu, non? Donc, recevoir des feedbacks des gens qui me disaient que c'était trop dur, ça me faisait mal. Ça me faisait très peur parce que c'était le contraire à ce que j'avais envie, quoi,
j'avais quand même envie de faire un film qui oblige les spectateurs à regarder à l'intérieur. Tout simplement. Avec toutes les conséquences qu'il y a de regarder à l'intérieur, que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Et oui, et c'est sombre des fois. À l'intérieur, c'est pas marrant des fois, mais bon, mais il faut. On parlait de la liberté, c'est la seule liberté qu'on a, ça va être ça. Enfin, c'est ça. C'est là qu'on trouve la vraie émancipation, en tout cas. Il y avait une autre question là en haut. Oui. Bonsoir. Félicitations pour le film. Nous sommes fatigués. Et, vous avez dit que le réalisateur est le pire ennemi parfois du film. Je voudrais savoir si vous avez dû beaucoup couper à la fin, beaucoup pour le montage, pour l'édition. Est-ce que beaucoup était dehors? Et aussi, un peu peut-être plus personnel, vous avez dit que vous étiez dans les rêves et vous avez eu des expériences de pré-mortes. Est-ce que vous avez jamais eu des cas de mines qui explosent ou est-ce que d'où ça arrive cette inspiration avec des mines qui explosent, des personnes qui sont tuées? Bon, il faut pas trop. Enfin, les mines sont quotidiennes. Enfin, on est entouré de guerres qui sont là. Et la douleur du monde, elle est de plus en plus dure à soutenir. Bref, par rapport à la première question. Alors, on a eu 7 semaines de tournage. C'était quand même un tournage très technique avec beaucoup d'effets spéciaux, changement entre 2 pays. On n'avait pas tellement de rush. En plus, on a tourné en 16 mm. Donc, bon, toujours, tu sacrifies quelques séquences. Surtout, j'ai plus sacrifié, c'est au début. On avait la séquence de la rave était beaucoup plus longue. Je voulais quand même faire un début de film très immersif, très sensoriel, très dionysiaque. Mais on avait des problèmes structurels parce que le film, les spectateurs avaient du mal à voir où il était. Non, en fait, il y avait quand même une partie très documentaire, mais après, il y avait la fiction qui arrivait et ça ne marchait pas entre une chose et l'autre. Et donc, on a dû sacrifier beaucoup de matériel qui était, je crois, très beau, mais bon, il faut faire des sacrifices dans l'art, toujours. Choisir, c'est renoncer. Voilà. On va prendre... J'ai pas de problème à faire des sacrifices. Si le film le demande, je ne suis pas attaché aux séquences et tout. On va prendre encore une question là-bas, puis une là, et puis après on devra arrêter parce qu'il y a une séance qui suit. Allez-y, madame. Bonjour. Voilà, vous pouvez saluer proche. pour voir où vous êtes? Je suis là. Où ça? Ah oui. Oui. D'abord, félicitations. Je vais mettre quelques jours à m'en remettre, donc merci. Pensez que c'est comme un massage, que le premier jour, vous avez envie de tuer le masseur, mais après, ça va aller mieux. Ma question, c'est par rapport aux personnages. C'est rare dans les films, surtout, je trouve, à l'heure actuelle, de ne pas avoir d'informations sur les personnages. Et on s'y attache quand même, sans rien savoir sur eux. Pour la plupart, enfin, en tout cas, moi, je ne me souviens même pas des prénoms de la plupart des personnages. Est-ce que c'était voulu qu'il y ait si peu d'informations, ou est-ce que vous n'aviez pas peur que justement on s'y attache pas? Non, en fait, on me dit toujours ça dans mes scénarios. On me dit quand on lit mes scénarios on confond les personnages les uns les autres. Mais après, quand tu fais le film, c'est clair, chaque personnage a une âme. Moi, quand même, le film est classique. Il y a une narration assez canonique, mais j'aime pas trop le manuel d'écriture de scénario. Je sais pas, moi je vois qu'il y a... Enfin, raconter quoi? Un silence, un geste montre vraiment plus sur la personne que n'importe quoi, que n'importe quelle autre chose. Et on sent dans leur... comment on appelle ça? Les rides, on le sent dans leurs rides, dans leurs blessures, dans leur silence, dans cette fragilité qu'ils ont, cette vulnérabilité, on les sent. Et après, moi aussi, comme je suis un cinéaste d'images, et comme je protège ces images de moi-même, comme je vous ai raconté avant, mes images racontent beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de couches, à beaucoup de niveaux. Donc pourquoi est-ce que j'ai moins besoin d'écrire ou de dramatiser Et
Et j'ai pas peur, non. Enfin, ouais. Enfin, bien évidemment, j'ai des doutes, mais c'est ma méthode. Enfin, dans tous mes films, c'est comme ça, non? Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est toujours par rapport à la fille. Je me demandais à quel moment dans la création du scénario cet élément-là est arrivé, si c'était à la base de votre idée qu'il y ait cette disparition et cette recherche, ou si ça a été un prétexte pour les emmener dans le désert, comme ça. Sincèrement, c'est arrivé vers la fin de l'écriture. C'était pas du début. Aussi, le fait qu'il y a un père et un fils, ces choses évoluent. La vie, elle est comme ça, je trouve. Non, du coup, t'es dans une route, un chemin, et la vie t'es dans une comédie, et d'un coup, t'es dans une tragédie, ou t'es déprimé, et du coup, tu tombes amoureux. Enfin, c'est comme ça, non? Et du coup, tout bascule, le point de, enfin, tout change, non? Et ouais. Voilà, je crois malheureusement on doit s'arrêter ici. Si votre peau a réagi, si vous êtes prêt à voyager en première classe, si vous avez aimé ce film, ou en tout cas qui vous a remué, il sort le 10 septembre. Parlez-en autour de vous. Si vous ne l'avez pas aimé, parlez-en aussi à ceux que vous n'aimez pas. C'est important que ce genre de film remplisse les salles parce que c'est des films singuliers et importants pour le cinéma d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Oliver. Merci Sergi. Merci. Bonne fin de soirée.